2025, la dictature Trump. On se retrouve tout de suite. Alors on pourrait parler peut-être de politique fiction. C'est peut-être de la politique fiction. Christian, lui encore hier, expliquait que c'était nécessaire de faire ces projections et je suis d'accord. Si je vais faire cette projection, si on va faire l'exercice qu'on va découvrir ensemble, c'est parce que c'est une manière de vous mettre en garde. Et on utilise le terme de politique fiction, il y a ce côté presque de film d'anticipation, vous voyez, façon Soleil Vert, en se disant peut-être ça arrivera dans 50 ans. Malheureusement, tout ce que je vais vous raconter, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui est basé sur non seulement des déclarations de Trump et de ses alliés, de deux programmes politiques qui sont en train de façonner Trump et sa future présidence s'il est élu, l'agenda 47, l'agenda 47 et le projet Project 25 et le projet 25, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc tout ce que je vais vous dire est basé sur la réalité. Donc oui, c'est de la politique fiction dans le sens que ce n'est pas encore arrivé. Oui, c'est de la politique fiction parce que ça part du principe que Trump est réélu. Si aujourd'hui, et j'insiste encore là-dessus, si aujourd'hui il me fallait désigner ce qui, à mon avis, gagnerait la présidence, l'élection présidentielle, si elle avait lieu aujourd'hui, ça serait Biden et ça ne serait pas Trump. Pour de multiples raisons, on en parlera un de ces jours, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, mais si on part du principe que Trump gagne en 2024 et prend donc le pouvoir en 2025, tout ce que je vais vous dire va se passer. Et ce que je vais vous raconter, pour le coup, c'est vraiment la chute de la démocratie américaine et son remplacement par l'installation d'une dictature présidentielle. Donc, je vais vous demander avec moi, c'est pas Marty McFly dans Retour vers le futur, j'ai pas de DeLorean à vous ouvrir la porte, mais je vais vous demander de vous projeter avec moi en novembre 2024, dans presque un an, dans un peu plus d'un an, et l'élection américaine vient de se jouer. Elle vient de se jouer. On sait aujourd'hui que l'élection américaine, avec le système des grands électeurs, vous savez, il en faut 270. Il y a 538 grands électeurs dans le pays. Pour l'emporter, il en faut 270. Dans ce découpage-là, Trump a un avantage, c'est que après le recensement 2020, il y a eu un rééquilibrage, une redistribution du nombre de grands électeurs. Et aujourd'hui, dans la projection que je fais, qui est mon point de départ, c'est une projection qui ne lui aurait pas permis de gagner en 2020, mais qui lui permet de gagner en 2024, parce que certains États qui lui sont acquis aujourd'hui ont plus de grands électeurs. D'accord ? C'est vraiment quelque chose à garder en tête en général, au-delà du sujet, lorsqu'on se projette dans l'élection de 2024. C'est que la carte électorale est plus favorable aux républicains au niveau de l'élection présidentielle comme l'élection du Sénat, par exemple. D'accord ? Donc, nous sommes le 4 novembre ou le 5 novembre. Le 4 novembre, ça sera l'anniversaire de Cody. Donc, le 4 novembre 2024, et Trump a remporté trois des États clés, des swing states. Il a fait le plein habituel
des États qu'il devait gagner et qui lui sont promis en termes de républicains, comme il y a des États promis à Biden. Donc il a gagné seulement trois des États de ces fameux swing states. Il a gagné l'Arizona, qu'il a perdu de justesse en 2020. Il a gagné la Géorgie, vous savez, la fameuse Géorgie, son appel, les 11 000 voix qui lui manquent, les 11 270. Cette fois-ci, il les a eues. Il a gagné en Géorgie. Et il a gagné au Wisconsin. C'est son chemin électoral le plus rapide. Donc Trump a gagné. Biden a reconnu sa défaite. Nous sommes à la fin 2024. La transition commence. Et le 20 janvier 2025, Trump prête serment à la Constitution en posant publiquement sa main sur la Bible. Et tout le monde, à ce moment-là, sait que ce serment à la Constitution, c'est juste une déclaration, c'est juste une cérémonie, et que ces mots, que sa promesse est vide de sens. On le sait parce que en 2020 et 2021, janvier 2021, le 6 janvier, vous vous en souvenez tous, Trump déjà n'a pas respecté sa promesse de servir la Constitution des États-Unis. On le sait parce que depuis, dans de nombreux meetings et sur des posts sur Truth Social, il a donné des indices que la Constitution, entre autres sur le droit au sol, donc le fait que l'on obtient la citoyenneté lorsque l'on est aux États-Unis, ce qui est le cas de Cody aussi, par exemple, qui est né aux États-Unis, tout cela, il comptait le remettre en cause. Donc on sait que Trump élu, sa promesse à la Constitution, sa promesse de respecter les institutions démocratiques américaines n'ont aucun sens. Ce sont des mots, des coquilles vides. Donc 20 janvier 2025, Trump devient le 47e président des États-Unis, s'installe à la Maison-Blanche et immédiatement commence un programme, dans la première journée, un programme de radicalisation de la politique américaine pour changer profondément la société américaine et ses institutions. La première chose qu'il fait, il rappelle son interprétation et l'interprétation de ses conseillers politiques de l'article 19, de l'article 2 de la Constitution, où il estime que l'article 2 lui donne le pouvoir en termes de président de faire ce qu'il veut. Et du coup, il décide de gouverner par executive order. C'est la photo que vous êtes en train de voir. Ces executive orders qui mettent de côté le processus démocratique parce que du coup, le poids du Congrès, des élus du Congrès, Chambre des représentants et Sénat n'existe plus. C'est Trump, depuis le bureau Oval, qui signe un morceau de papier et donne un ordre. Quels sont ces ordres? Je vais vous montrer une vidéo maintenant. On va regarder une vidéo. Si vous ne la comprenez pas ou ne la comprenez pas bien, ce n'est pas très grave, je vais après vous la résumer. Mais cette vidéo est extrêmement importante. L'homme que vous allez entendre, qui est invité dans un podcast, pro-Trump, s'appelle Mike Davis. Mike Davis, c'est l'ancien assistant de deux juges de la Cour suprême. D'accord? C'est quelqu'un qui est devenu extrêmement clé dans l'entourage de Trump aujourd'hui, qui a des prétentions à faire partie du cabinet Trump. Il aimerait avoir le poste de ministre de la Justice. Je pense que ce sera un autre, mais il va nous expliquer ce qu'il ferait s'il était ministre de la Justice, où il est prêt à faire tout ce qui est moralement répréhensible et le faire dans les 15 premiers jours de la présidence Trump. En échange, il le dit, de recevoir un pardon
de Trump, donc il est prêt à commettre des fautes graves. C'est dit aujourd'hui, nous sommes en 2023, d'accord, de commettre des fautes graves au nom de Trump en échange d'un pardon, d'accord. Et ce Mike Davis, aujourd'hui, son travail au sein d'un groupe qui s'appelle Article 3, il me semble, son travail aujourd'hui, c'est de préparer des jeunes magistrats loyaux à Trump, d'extrême droite, pour que lorsque Trump redevienne président, Trump nomme ces juges-là à vie, comme on vient de le voir lorsque sa dernière nomination, lorsqu'il était président en 2020, ça a été de nommer la juge Cannon. C'est une fonction qui est devenue une juge fédérale, une fonction à vie, et c'est extrêmement intéressant parce que c'est une magistrate qui est jeune, donc qui va rester pendant peut-être 30 ou 40 ans à son poste. Et donc le travail aujourd'hui de Davis, c'est de préparer des juges encore plus jeunes, encore plus radicaux, encore plus extrémistes que la juge Cannon, qui jure fidélité à Trump pour pouvoir les mettre en place une fois que Trump sera élu. Donc voilà, c'était l'introduction. On regarde la vidéo et je vous raconte après. Mike, I've never called for lava to rain down from the heavens, but maybe upon Washington, D.C. Would you be that sweet red hot lava for us? I've never been called sweet, and you call me Sweet Ginger. So I think I'm in, Ben. During my 3-week reign of terror as Trump acting attorney general, before I get chased out of town with my Trump pardon, I will rain hell on Washington, D.C. We've talked about this, Ben. I have 5 lists ready to go, and they're growing. List number 1, we're going to fire. We're going to fire a lot of people in the executive branch and the deep state. Number 2, we're going to indict. We're going to indict Joe Biden and Hunter Biden and James Biden and every other scumball, sleazeball Biden, except for the 5-year-old granddaughter who they refused to acknowledge for 5 years until the political pressure got to Joe Biden. Number 3, we're going to deport. We're going to deport a lot of people, 10 million people and growing, anchor babies, their parents, their grandparents. We're going to put kids in cages. It's going to be glorious. We're going to detain a lot of people in the D.C. Gulag and Gitmo. And list number 5, I'm going to recommend a lot of pardons. Every January 6th defendant is going to get a pardon, especially my hero Hornman. He is definitely at the top of the pardon list. We actually went out and have some upcoming content with Jacob Chansley. We did a podcast interview with him. Went out into the desert. We wanted to learn about shamanism, so we went out into the desert with him. We'll be releasing that video pretty soon, actually, and I think you'll like it quite a bit, Mike. Je voulais que vous voyiez cette vidéo, non seulement pour ce que dit Mike Davis, mais je me suis dit, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez être sensible, et je vois que ça a été le cas dans le chat, vous allez être sensible aux éléments de langage corporel, et de voir que ces personnes-là sont en train de décrire un programme en 5 points qui est absolument cauchemardesque et qui aura des effets sur des millions de vies, tout ça avec le sourire. C'est encore plus effrayant. Et je vois aussi que c'est un sujet qui est extrêmement angoissant. J'aime pas être anxiogène, je vous l'ai déjà dit. Et vous verrez, on va terminer sur une note positive. Et donc, pour revenir sur la déclaration de Davis, qui donc explique ce qu'il ferait en versant la lave sur Washington, il y a une partie qui est évidemment de s'attaquer à l'immigration, et ce qui est complètement fou dans l'escalade aujourd'hui du discours des pro-Trump dans leur volonté de mettre en place différents programmes pour 2025, c'est non seulement s'attaquer à l'immigration clandestine, mais aussi à l'immigration légale. Et donc, le sourire aux lèvres, avec un certain plaisir dans la voix, Mike Davis raconte qu'il compte expulser Manu Militari. Et lorsque je dis Manu Militari, ça fait partie du plan de Trump d'utiliser un texte
qui est le Alien, je vais pas dire une bêtise, le Alien Enemies Act, donc un vieux texte de loi pour mettre dehors en utilisant l'armée en plus le mot américain c'est deport, donc de déporter cette dizaine de millions de personnes, pas simplement les immigrés clandestins, mais ce qu'on appelle les anchor babies, donc des descendants d'immigrés qui sont nés sur le sol américain, donc qui ont obtenu grâce au droit du sol la nationalité américaine, et il se réjouit donc de les mettre dehors, eux, leurs parents, leurs grands-parents, et aussi de retourner à un programme encore plus actif de mettre, Thomas vous montre les photos, des enfants en cage. Et aujourd'hui, mettre des enfants en cage, c'est séparer les familles, c'est un programme politique. Et au-delà de Trump 2025, cette contamination du mal et cette espèce de surenchère verbale a gagné l'ensemble du Parti républicain. Lorsqu'on regarde le dernier débat pour la candidature, DeSantis, le gouverneur de Floride, qui s'est déjà illustré avec envoyer des officiels ou des gens qui travaillent pour lui, les envoyer au Texas, hein, c'est pas à côté de la Floride, et les faire embarquer dans des bus pour en fait aller les drop dans des États démocrates. Il y a déjà ce comportement, mais DeSantis a précisé que lui, s'il était élu, il autoriserait les gardes-frontières à tirer à vue. Donc dès que quelqu'un traverserait la frontière de manière illégale, il aurait le droit d'être exécuté sur place sans autre forme de procès, que ce soit un réfugié politique ou pas. Et d'ailleurs, cette volonté affirmée dans les mots de tuer du monde, on la retrouve aussi chez Trump, qui a expliqué il y a quelques jours, donc c'est assez ironique pour quelqu'un qui est inculpé 4 fois et avec 91 chefs d'inculpation, il expliquait que le jour où il redeviendra président, il donnera l'autorisation aux forces de l'ordre de tirer à vue et donc de tuer quelqu'un qui ira voler dans un supermarché, qui ira voler un vêtement ou quoi que ce soit, il aura le droit de tuer. Donc il y a cette fascination pour une forme d'autoritarisme extrêmement important. Donc, Mac Davis explique qu'il y a tout ce programme-là. Je vais vous expliquer comment c'est une réalité. Lorsque aujourd'hui on va consulter les déclarations de Trump, mais aussi les parties de son programme qui sont déjà publiées ou qui sont préparées à l'heure actuelle par des associations proche de Trump, il y a donc cette volonté d'expulser massivement des étrangers et leurs familles, de revoir les conditions de la légalité de leur immigration, de revoir le fameux droit du sol, donc pour le limiter, et de séparer les familles et d'enfermer donc les enfants en cage, et d'utiliser l'armée pour mener des convois jusqu'aux frontières et d'expulser ces étrangers-là vers le Mexique, même s'ils ne viennent pas forcément du Mexique, ce qui en plus crée une crise internationale assez intéressante. Un des autres points, c'est d'avoir transformé les coupables, les responsables, qu'ils soient part de milices militaires façon Proud Boys ou simplement des pro-Trump qui sont rentrés de force dans le Capitole et ont détruit du mobilier et attaqué des policiers, de les avoir transformés en prisonniers politiques. Donc une des promesses, c'est de les gracier tous les prisonniers, ce qu'appellent les prisonniers politiques, donc tous les prisonniers par rapport au 6 janvier, et on le sait que ça a été une des raisons pour laquelle les Proud Boys, lorsqu'il y a eu ces procès, ces condamnations à long terme, il y a quelques semaines, ont refusé la plupart du temps de collaborer avec le gouvernement américain, y compris
lorsqu'on leur posait la question de savoir est-ce qu'il y a eu des relations entre les Proud Boys et la Maison-Blanche pour préparer le 6 janvier, parce qu'ils ont cet espoir que si Trump est à nouveau président, ils seront graciés. Un des autres aspects de Trump dictature, c'est l'utilisation de la loi pour inculper et emprisonner ses ennemis politiques. Là, on vous parlait de l'ensemble des Biden, comme pendant souvent on vous a dit que c'était l'ensemble des Clinton. Donc les Clinton ennemis de l'Amérique, c'est un thème qui est un petit peu éculé. Donc maintenant on est dans Biden, ennemi de l'Amérique, Biden contrôlé par Obama, ennemi de l'Amérique. Et donc il y a cette volonté d'utiliser l'appareil judiciaire pour inculper, emprisonner et punir. Et lorsqu'on va voir dans les déclarations de Trump, encore une fois, et dans ses messages, et dans les textes qui sont préparés à l'heure actuelle pour que cette transition vers une dictature soit quasi immédiate, on se rend compte que, par exemple, c'est envoyer des prisonniers politiques à Guantanamo, c'est de créer ce que Mike Davis, dans d'autres textes, appelle un goulag à Washington. Et du côté de Trump, c'est de punir ses ennemis politiques et se venger d'eux, très souvent, y compris jusqu'à la peine capitale. On l'a vu ces derniers temps, il s'est attaqué à différentes personnalités, dont le général Milley, qui était son chef d'état-major, en expliquant que comme il avait d'une certaine manière désobéi à Trump et affirmé son indépendance, il méritait la mort. Donc il y a cette volonté de punir les ennemis politiques, et je vais vous raconter jusqu'où vont ces ennemis politiques, et de les condamner à mort. Avec Trump, pour la petite histoire, il a déjà annoncé lorsqu'il était président, le retour de la peine de mort aux États-Unis. C'est déjà le cas dans un ou deux États, mais le retour de la peine de mort par exécution, par un peloton d'exécution, donc un firing squad, qu'on tire dessus, qui est vraiment un acte politique extrêmement fort, hein, les opposants contre un mur, et on leur tire dessus. Et lorsqu'on parle des Biden, etc., ça va encore plus loin. Tout à l'heure, je vous raconterai qui sera en charge de ce programme et comment et pourquoi. C'est au-delà des personnalités politiques qui sont non seulement une menace, mais sur lequel Trump va se venger, parce qu'un deuxième mandat de Trump, il faut que vous compreniez, c'est ça. Son deuxième mandat aura deux centres d'intérêt pour lui à titre personnel. Un, éviter la prison, parce qu'il sera protégé par la présidence, et deux, se venger de toutes ces personnes qu'il estime aujourd'hui l'ont trahi. Et donc les ennemis politiques aujourd'hui de Trump, ce sont évidemment les personnalités démocrates qu'il cite en permanence, mais ce sont aussi les républicains comme Liz Cheney et comme d'autres, les fameuses qu'il appelle Rhino, les républicains in name only, donc qui sont les républicains qui ne lui apportent pas un soutien massif et sans question. Un soutien qui n'est pas celui d'une Marjorie Taylor Greene, qui est prête à tout, même voter pour lui s'il était en prison. Et donc, toutes ces personnes où Trump estime qu'ils n'ont pas été fidèles à ses engagements et ne lui répondent pas ou ont indiqué une forme d'opposition, Trump utilisera le département de la justice pour les poursuivre et les faire emprisonner. Idem pour la presse. La presse, excuse-moi pour le micro Thomas, la presse ennemie du peuple. Donc la presse, lorsqu'on va lire les 900 pages du programme du Project 25, la presse est nommément citée comme étant une des entités qu'il faudra poursuivre. Donc, lorsqu'il va y avoir cette chasse aux opposants, dans le même esprit, supprimer les syndicats.
on l'a vu actuellement avec la grève dans l'automobile, Trump est opposé aux syndicats. Il est opposé à toute forme de contre-pouvoir. Et un syndicat est un contre-pouvoir. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi, évidemment, tout un pan économique à cette dictature de Trump. Et le pan économique, vous allez vite comprendre, c'est qui va en supporter les frais. Il y a cette volonté de ce qu'on appelle d'imposer des tarifs, qui est une surtaxe à tous les produits importés, pour démontrer qu'on est America First. Et donc cette surtaxe de 10%, dans la réalité, qui serait systématique pour tous les produits qui viennent de l'étranger, c'est le consommateur qui en fait les frais, c'est le cas de le dire, et on estime que le plan Trump engendrerait un surplus d'inflation et un surplus de 300 milliards de dollars pour le consommateur américain. Mais peu importe, parce que tout ça serait contrebalancé par des baisses d'impôts, mais pas des baisses d'impôts au niveau des citoyens, des baisses d'impôts au niveau des entreprises et des Américains les plus riches. Mais cette volonté donc d'imposer une dictature présidentielle où Trump aurait tout pouvoir et déciderait d'avancer par executive order, donc s'attaquerait à l'immigration, s'attaquerait aux ennemis politiques, aux ennemis en fait aux défenseurs de la démocratie. Il y aurait aussi une volonté, et on rentre vraiment encore une fois dans l'idée de contrôler l'opposition, de museler l'opposition. Donc une utilisation massive, on l'a vu vers la fin de son mandat, de la garde nationale. De la garde nationale, mais aussi de groupes militaires qui appartiennent au Department of Homeland Security, un petit peu comme Poutine fait avec Wagner, le même modèle, qui serait donc pas l'armée américaine, parce que l'armée américaine a prêté serment à la Constitution et pas serment au président, et donc d'utiliser ce recours à la force de manière systématique. Ça veut dire quoi de manière systématique? Ça veut dire, par exemple, lorsqu'il y aurait des manifestations contre Trump, contre une décision prise par Trump, on l'a vu tout au long de sa présidence, même si les autorités de la ville, le maire de la ville, le gouverneur de l'État, refusent l'aide de la garde nationale, Trump enverrait la troupe, enverrait la garde nationale pour mettre fin à des manifestations. On l'a vu, c'est ce qu'il a essayé de faire à New York, c'est ce qu'il a essayé de faire dans d'autres villes en 2020 suite à la mort de George Floyd, qui a été un épisode important dans la course présidentielle pour 2020. Et avec ça, on sait, c'est la porte ouverte à tous les excès, aux excès sur le terrain, mais aussi les excès à Washington au niveau de la Maison-Blanche, de décider, de dire, tiens, par exemple, en Californie, il y a un gouverneur qui nous embête, qui est le gouverneur Newsom, qui est un opposant politique extrêmement fort, utilisant n'importe quel prétexte pour essayer de reprendre un contrôle militaire d'une partie de Los Angeles, par exemple, une partie de Sacramento. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, au-delà de cette utilisation de l'armée, il y a toute une partie de l'agenda qui est utilisée contre, je vous disais, les ennemis politiques. En fait, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention aux mots que l'on utilise. Aujourd'hui, les pro-Trump, ceux qui préparent ce programme-là, parce que, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas de la politique fiction. Tout ce programme-là, tout ce que je suis en train de vous raconter, on va rentrer dans le détail après, est actuellement discuté, préparé et écrit pour que Trump ait tout à disposition au jour 1 de son arrivée à la Maison-Blanche, le 20 janvier 2025. D'accord ? Ce n'est pas juste de la conjoncture, c'est des informations concrètes. Et donc,
ils ont pris ce terme, et si vous allez voir, depuis 1 an et demi, ce terme est utilisé pour tout et n'importe quoi, qui est le terme de woke, pour désigner les ennemis de Trump. Et donc, dans le cadre de ce programme-là, Trump l'a dit dernièrement lorsqu'il était en Californie, il y a la volonté de s'attaquer à tout ce qui touche les minorités sexuelles, les LGBTQ+, et entre autres, tout ce qui touche au changement de genre. Et par rapport à ça, il y a dans le projet 25 et dans l'agenda 47, qui sont 2 documents écrits, une utilisation du FBI pour non seulement poursuivre les familles qui auraient recours à tout ce qui est manière de changer de genre pour leurs enfants, mais aussi utiliser le FBI pour poursuivre les hôpitaux, pour poursuivre les médecins. Pas les poursuivre en plus dans un cadre, ce qui est déjà fou, dans un cadre d'une loi, mais les poursuivre dans le cadre de lois qui existent en les accusant de abus sur enfants et trafic d'enfants. Parce que dans certains États, c'est interdit. Par exemple, si on habite au Texas, on ne peut plus rien faire par rapport à ça. Donc, il y a des habitants du Texas qui vont aller dans d'autres États pour avoir accès à des traitements. Et donc, les parents et les médecins seraient accusés de child trafficking, donc de trafic d'enfants. Vous savez, on rejoint depuis des années, on nous prépare QAnon, Trump, etc., sur la pédophilie, etc. Et donc, c'est d'utiliser ces lois pour accuser les médecins et les parents d'actes de pédophilie, donc de se retrouver avec des peines de prison à long terme. Et cet aspect-là, on peut l'étendre, là je vous parlais des transgenres, mais on peut l'étendre également à tout ce qui est lié à l'avortement et aux questions de contraception. L'ultra-droite américaine, comme l'extrême droite en Europe, est fascinée par cette théorie de la conspiration qui est le grand remplacement. Et donc, dans le cadre du grand remplacement, pour éviter d'être remplacé par des minorités religieuses ou ethniques, il faut que les blancs chrétiens, donc on est en plein dans du nationalisme chrétien, fassent des enfants. Et donc, il faut interdire l'avortement et limiter et interdire des moyens de contraception. Et lorsqu'on va lire le programme sur le département de la santé, on se rend compte que c'est une des priorités si demain Trump était élu. C'est-à-dire utiliser le département de la santé, pas pour soigner, mais pour s'assurer que les Américains n'aient plus accès à tous ces moyens de contraception et utiliser, encore une fois, un bras armé qui serait le département de la justice, un département de la justice évidemment aux ordres, c'est la définition même pour Trump, c'est son ministre de la justice doit l'écouter, c'est ce qu'a fait Bill Barr pendant un certain moment, jusqu'au moment où il s'est rendu compte qu'il allait devenir complice d'un coup d'État et il a donné sa démission, mais en tout cas, tout ça est prévu dans ce programme-là. Alors on va faire une pause d'1 seconde et je vais vous expliquer comment Trump compte réussir à appliquer tout ça. En 2016, Trump avait déjà fait des promesses assez folles, comme par exemple ce qu'on a appelé le Muslim ban, donc d'interdire l'accès aux États-Unis aux musulmans. Son principal problème, le ban a été rejeté par la justice, c'est que en fait, Trump s'est retrouvé avec une opposition
au sein de l'administration, donc l'administration politique américaine. Les premières oppositions de personnes qui ont refusé de passer ces lois et qui ont poursuivi le gouvernement américain sont venues de rangs du département de la justice et d'employés gouvernementaux qui sont en place, quelle que soit la présidence, pour s'assurer que le pays continue à fonctionner. Chaque président, en gros, lorsqu'il prend la place, il a cette espèce de privilège non écrit de remplacer dans les positions clés, de mettre des personnes qui sont là pour appliquer sa politique. En gros, entre 2 et 4 000 fonctionnaires qui sont remplacés, mais des gens à des positions clés. Trump, tout au long de sa présidence, et ça a été aussi le cas en 2020, je vais vous raconter ça tout de suite, s'est retrouvé face à une opposition au sein de son administration, donc d'employés gouvernementaux qui ont, contre vent et marée, souvent ce sont des anonymes d'ailleurs, contre vent et marée, au nom de la démocratie, se sont opposés au choix politique de Trump. Un des exemples, lorsqu'on vient en 2020, c'est que on est donc cette fois-ci en 2021. Trump est en train de préparer le 6 janvier. Il se base sur les fameux mémos de différents avocats, dont Eastman, et les conseils d'un employé du département de la justice qui s'appelle Jeffrey Clark. Aujourd'hui, Jeffrey Clark fait partie des co-inculpés de Trump avec le DOJ, parce que c'est lui, entre autres, c'est un de ceux qui a mis en avant tout le schéma des grands électeurs. Et Clark est un pro-Trump. Il n'y a aucune information, il y a eu des enquêtes qui va dans le sens d'une fraude électorale, mais Clark, lui, est prêt à, s'il devient ministre de la Justice pour remplacer Bill Barr, il est prêt à faire fi de toutes ces enquêtes-là et de déclarer Trump vainqueur et de tout faire pour aider Trump à devenir président. Trump souhaite, il y a même un mémo qui existe, qui n'a jamais été signé, je vais vous raconter pourquoi il n'a jamais été signé. Trump est prêt à nommer comme ministre de la Justice cet homme qui est prêt à tout pour lui, et c'est l'ensemble des procureurs au niveau fédéral des États-Unis qui informent la Maison-Blanche que si Clark est nommé, tout le monde va démissionner. Et que donc Trump se retrouvera face à un scandale majeur, une crise politique, peut-être même une espèce d'humiliation, où tout le ministère de la Justice démissionne. D'accord ? Et donc c'est pour ça que le mémo n'a jamais été signé par Trump et que Clark n'est pas devenu ministre de la Justice aux ordres de Trump. Pourquoi c'est important ? Parce que ce point-là est le cœur de l'installation d'une dictature aux États-Unis. Si Trump veut réussir, il doit remplacer au premier jour l'ensemble de ces fonctionnaires qui, quelle que soit la couleur politique, habités par la volonté de, eux, défendre la Constitution et la démocratie américaine, s'opposeraient à sa volonté de, par exemple, légiférer uniquement par executive order ou, par exemple, utiliser l'armée ou la garde nationale ou transformer certaines lois. Et donc, ça fait depuis 2018, suite au camouflet sur le Muslim ban, que au sein des fidèles de Trump et de l'extrême droite américaine, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire par rapport à ça. La première chose qui a été faite, en fait, elle a déjà été faite par Trump, c'est le dernier executive order qu'il a signé en octobre 2020, qui est une réforme, ce qu'on appelle le Schedule F. Le Schedule F, c'est le texte de loi qui protège
tous ses employés gouvernementaux, sur le fait qu'on ne peut pas les virer sans aucune motivation. Parce que là, on comprend bien, la motivation est uniquement politique. Et donc, ces gens-là sont protégés. Et Trump, juste avant de partir de la Maison-Blanche, parce qu'il avait besoin de reprendre le pouvoir pour rester en place, il signe cet executive order qui remet en question donc le statut de tous les fonctionnaires aux États-Unis et le fait que sur une décision du président, ils peuvent être virés comme ça. S'ils refusent de suivre les ordres, s'ils refusent d'exécuter la politique présidentielle, s'ils se réfèrent à la Constitution, ils peuvent être virés comme ça. Évidemment, une des premières choses que fait Biden au moment où il arrive à la Maison-Blanche, c'est de remettre en question ce Schedule F. Et donc ce Schedule F est aujourd'hui au cœur des réflexions de l'entourage de Trump. Et au cœur de ce fameux projet 25, le Project 25, vous pouvez aller voir sur Internet, l'ensemble du programme est là, qui dit voilà, comment faire pour supprimer cette opposition de l'intérieur et être prêt. Et donc c'est la naissance d'un plan radical, extrêmement dangereux, dans l'entourage de Trump. Je vous en parle tout de suite. Merci d'être si nombreux. Hein. Thomas vient de me communiquer les chiffres, c'est vraiment phénoménal. Merci de nous suivre sur X si vous nous regardez sur X, et surtout merci d'être sur YouTube. Si vous nous regardez sur X, venez donc nous voir sur YouTube. Il y a le lien dans mes comptes Twitter, c'est facile. Hein. Vous tapez La Chute, William Raymond ou WR Podcast et vous arrivez jusqu'à nous et vous profitez de cette communauté dont je vois passer les messages assez abasourdis par ce que je suis en train de vous raconter. Et donc le projet 25, on va revenir sur ça, la manière dont Trump va faire passer ce projet, a prévu une extension de ce document, qui serait le premier document, donc le Schedule F, signé par Trump, et qui lui donnerait droit de vie ou de mort sur tous ses employés gouvernementaux, qui, en gros, le terme a été utilisé, serait une purge, serait le départ d'une purge qui passerait par le renvoi immédiat de 10 000 fonctionnaires américains pour s'assurer de leur remplacement par des fonctionnaires pro-Trump. C'est la même manière, et vous allez voir encore plus, et c'est la même manière dont le nazisme, avant d'être une force militaire d'expansion, et puis après un régime de la solution finale, c'est la même manière dont d'abord le nazisme a été une force administrative. C'est-à-dire que lorsque Hitler est arrivé démocratiquement au pouvoir suite à des élections, comme Trump est arrivé démocratiquement au pouvoir en 2025, il y a eu cette volonté de reprendre le contrôle de l'administration. Et donc, lorsque je vous parle de volonté, je devrais dire aussi organisation. Pour virer 10 000 personnes, 10 000 personnes qui font marcher les États-Unis, hein, que ce soit dans les programmes sociaux, que ce soit pour toutes les questions d'environnement, que d'ailleurs Trump veut laisser complètement tomber en disant on est à fond dans les énergies fossiles, que ce soit dans ce qui est l'éducation, dans la justice, dans le renseignement, on va en parler aussi, ou dans la santé et dans la justice. Donc Trump, j'ai dû me répéter,
Trump a besoin donc de virer ces 10 000 personnes et remplacer par 10 000 employés aux ordres qui ne remettront pas en cause jamais la question de Trump. Et lorsque je vous parle d'organisation, c'est que ce remplacement, la seule manière dont il puisse se faire du jour au lendemain, c'est d'être déjà prêt. Et actuellement, là, maintenant, aujourd'hui, hier, demain, des associations pro-Trump ont commencé à créer des bases de données. Des bases de données qui contiennent les noms de personnes qui ont, après des séances d'entraînement, de training, des séminaires, ont prêté allégeance à Trump. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Ces programmes existent en ce moment aux États-Unis, au sein de groupes, dont le Project 25, proche de Trump, pour lui permettre d'installer une dictature au jour 1 de sa prochaine présidence s'il est élu en 2024. Et donc ces gens-là auraient pour vocation immédiate de remplacer les employés de l'administration américaine en place aujourd'hui. Donc base de données, il y a une autre base de données, je ne vous en ai pas parlé, il y a une autre base de données qui est aussi mise en cours. Tout à l'heure, mise à jour, lorsqu'on parlait tout à l'heure d'ennemis de Trump, que ce soit dans la presse, dans les syndicats ou dans les politiques, qu'ils soient démocrates ou républicains, il y a aussi la constitution actuelle de cette base de données d'ennemis. Une base de données qui sera partagée au département de la justice dès que Trump en aura les clés. Et un des aspects les plus troublants de cet aspect, de cet élément-là, c'est que Ginny Thomas, la femme du juge de la Cour suprême Clarence Thomas, est en charge de la gestion de cette base de données des ennemis de Trump à Washington. D'accord ? Mais revenons sur l'autre, sur la base de données des 10 000 pro-Trump qui infiltreraient l'administration américaine pour mettre sur pied sa politique et ses plans, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on n'est pas certain que Trump réussisse à avoir ces 10 000 noms. Mais il y a des fidèles à lui, dont Kash Patel, dont on va parler tout à l'heure, Kash Patel, qui a dit « c'est pas grave si on n'en a pas 10 000 ». En fait, on va gouverner par la peur. Gouverner par la peur, c'est, encore une fois, on en revient à la montée du nazisme en Allemagne, c'est virer pas 10 000 personnes, mais peut-être en virer 2 000, 3 000, 4 000, de telle sorte que la plupart des employés soient terrifiés d'être dans le prochain wagon et que du coup, ils acceptent de se plier aux exigences de Trump. Donc ça, c'est une réalité menée aujourd'hui par The Project 25. C'est une réalité. Cette base de données est en cours de réalisation et ces séminaires d'entraînement pour devenir des fonctionnaires aux ordres ont lieu. Non, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la télévision, on nous parle de l'âge de Biden, on fait un petit peu sur les excès verbaux de Trump, mais on oublie tout ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire cette émission. Je voulais vous démontrer ce qui est en train de se préparer. Parce que le plus fou, il est là. Le plus fou, il est là. C'est que personne ne pourra dire « on ne savait pas ». Il y a des voix, dans la mienne, tout petite, qui ont dit « regardez ce qui est en train de se passer ». Et tout
est en train de se passer devant nos yeux. Je vous parlais de Kash Patel, par exemple. Kash Patel, c'est un personnage formidable. Ici, formidable n'est pas utilisé dans le sens positif du terme. Kash Patel, c'est un fidèle parmi les fidèles. Il est l'exemple de ce que Trump demande autour de lui. En 2016, Patel, c'est un assistant parlementaire. Un assistant parlementaire. Il est à la Maison-Blanche, il est au Congrès, et il aide David Nunes, qui est le gars qui aujourd'hui est en charge de Truth Social, il aide à écrire un mémo qui présente Trump comme une victime d'une volonté de la CIA et du FBI de lui faire tomber. Donc Trump, bien sûr, il a ce document qui va dans le sens de sa victimisation permanente, de ta théorie du complot. Il adore ça, il remarque Patel, et Patel arrive à son service avec cette fascination pour le renseignement. Et Trump a un but, c'est de détruire ces agences-là. Ce qu'il appelle, c'est un terme porteur, le deep state. La réalité, c'est que la volonté de Trump à partir de 2016, et il n'a pas réussi, c'est de détruire tous les organismes, dont le FBI, qui sera en mesure d'enquêter sur ces malversations, qu'elles soient politiques ou financières. Donc l'idée de Trump, c'est de se dire, ok, pour ne pas être emmerdé, c'est très simple. Il faut détruire les gens qui peuvent enquêter sur moi. Donc c'est pour ça qu'il attaque le FBI en permanence. Et Patel, au sein de la Maison-Blanche, va devenir ça. Trump essaye d'imposer Patel à Bill Barr, et Bill Barr a cette phrase en disant, mais si Patel doit arriver au FBI, il faudra qu'il me tue d'abord et qu'il me passe au-dessus. Je pense que Patel l'aurait fait, d'accord ? Pour vous montrer aujourd'hui l'importance de Patel, au sein de cette mouvance, cette radicalisation et cette volonté de glisser vers une dictature, mais comment il est devenu clé à Trump, je ne sais pas si on les a, Thomas, Patel est aussi devenu l'auteur de livres pour enfants. Donc le premier a été un énorme succès, qui est donc Le complot contre le roi. Le roi, c'est Donald Trump. Donc si vous êtes si vous nous écoutez, non, X, il y a aussi les vidéos, parce que ce qui est très pratique avec ces émissions sur YouTube, c'est que vous avez toute la recherche iconographique qui a été faite par Collie, et donc on voit la couverture, Trump en roi, Patel derrière en magicien, et en méchante reine, Hillary Clinton. Et donc c'est une révision faite pour les enfants de l'affaire Clinton, les emails, puis après de l'affaire Mueller. Il n'est pas le seul à faire des livres pour enfants. Faire sombrer les enfants du côté de la force, pas du côté de la force, mais de dark side, du côté sombre de la force, c'est vraiment une volonté de Trump, c'est d'essayer de recruter le plus tôt. On l'a vu, encore une fois, je suis désolé, c'est mon point Godwin, mais on l'a vu avec aussi l'hitlérisme et d'autres formes de dictature où c'est important, on l'a vu avec les Khmers rouges, c'est important de recruter très tôt et comme dans une secte, d'embrigader très tôt les enfants. Donc il y a ces livres-là il y a eu un deuxième volume consacré à l'élection de 2020. Donc voilà, succès, avec cette fois-ci Biden en roi endormi derrière Trump en super-héros. Et ce sont des livres qui ont été non seulement mis en avant par Trump, mais Trump a expliqué que s'il devenait président, son souhait, c'était que ces livres, les livres de Patel et d'autres, il y a d'autres auteurs qui font exactement la même chose, se retrouvent dans les écoles. D'accord ? Dans chaque école, pour chaque enfant américain, et ce sentiment, ce culte de la personnalité. Le culte de la personnalité, c'est un élément clé, c'est un élément clé de toutes les dictatures aussi. D'accord ? Donc, Patel est en charge de ça, mais Patel est celui qui aussi, aujourd'hui, a décidé de anticiper cette arrivée de Trump et d'utiliser des dons, de l'argent, non seulement pour son enrichissement personnel, qui aurait pu être le sujet de l'émission aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas, d'utiliser des dons pour, par exemple,
poursuivre les journalistes qui s'opposent à Trump. Pas poursuivre les rédactions qui ont de l'argent, mais essayer d'identifier les journalistes indépendants et les poursuivre, même si ça ne mène à rien, simplement pour les handicaper et pour les forcer à payer une défense. Donc c'est ce que fait Patel. Et Patel, c'est lui qui a créé pour Trump une liste de journalistes ennemis à qui il faudra faire payer le prix lorsque Trump sera élu. La volonté de Trump, c'est de nommer Patel à la tête d'une agence, une nouvelle agence de renseignement, qui soit ni la CIA ni le FBI, mais qui soit une forme cumulée. Pourquoi cumulée ? Parce que ça permettra d'avoir une influence à l'extérieur, qui est le rôle de la CIA, qui n'a pas le droit, la CIA n'a pas le droit d'enquêter sur les États-Unis, d'agir sur le territoire américain, mais simplement à l'extérieur. Et le FBI qui est exactement le contraire, qui travaille sur le territoire américain. Et donc, de créer cette agence qui marie les deux, de mettre Patel à la charge, non seulement influence à l'extérieur, mais aussi ce qui permettra d'utiliser l'agence sur le territoire américain pour augmenter la surveillance des citoyens américains, augmenter les poursuites contre les ennemis de Trump, ennemis au sens... Il n'y a pas de définition là, hein. Il n'y a pas de définition. Aujourd'hui, je suis un ennemi de Trump, vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de définition. C'est poursuivre les opposants au régime de Trump. Et donc, Patel serait en charge de ça. Et donc, on aurait aussi Jeffrey Clark, dont je vous ai parlé tout à l'heure, au ministre de la Justice. Et évidemment, je voudrais conclure... Oh là là, aujourd'hui, j'ai des gros problèmes avec le micro. Excuse-moi, Thomas. Excusez-moi, ça ne va pas être très agréable. Je voudrais conclure sur cet aspect-là. C'est que, évidemment, cette volonté d'imposer Trump en dictateur qui n'a plus aucun garde-fou parce que tout le monde aurait été viré et remplacé par des fidèles, aura des conséquences pour les États-Unis évidentes, mais des conséquences pour le reste du monde. Parce que Trump, en 2025, c'est un affaiblissement de l'axe entre l'Europe et les États-Unis. C'est un renforcement de Poutine. C'est le positionnement des États-Unis vers de nouveaux alliés qui vont aujourd'hui contre les valeurs démocratiques qui nous sont communes. Donc, si Trump est réélu en 2025, il y a aussi cette dimension-là. Donc, encore une fois, on était dans la politique fiction qui part du prétexte que Trump est élu en 2025. Mais tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, et j'ai essayé de le faire de manière assez rapide, tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui est documenté. C'est une réalité. Les bases de données, l'utilisation de l'armée, les enfants d'immigrés en cage, les expulsions massives, la garde nationale, la fin, la limitation des moyens de contraception, la fin des syndicats, la fin des aides publiques, la fin de tout ce qui est politique environnementale, tout ça est prévu dans le programme de Trump pour 2025. Alors c'est quoi l'espoir dans ça ? L'espoir, c'est que déjà le peuple américain, au-delà des étiquettes démocrates comme républicaines, est attaché à la démocratie. On l'a vu en 2020, où malgré un score historique de Trump, il y a eu encore un score encore plus grand historique de Biden. Les gens sont venus voter par Biden pas aussi massivement, pas parce que c'était Biden ou parce qu'ils sont des démocrates, mais parce qu'ils sont attachés aux idéaux démocratiques. Et ça va être un enjeu de cette campagne. Expliquer aux gens que s'ils ne vont pas voter, le risque, c'est d'avoir tout ce que je vous ai rencontré.
raconter. L'autre espoir, de manière assez ironique, il vient du départ à la retraite. C'est un tweet que je vous ai partagé, on va regarder la vidéo ensemble. Départ à la retraite du général Milley, donc Milley, le chef, l'ancien chef d'état-major américain, qui était déjà là sous Trump, qui a tout fait pour empêcher qu'il y ait un accident nucléaire pendant la présidence Trump, qui a protégé les institutions américaines lorsque Trump avait décidé de les utiliser pour lui et pour rester en place, et sous forme à la fois d'avertissement, mais aussi de messages à ses successeurs, Milley a dit ça. To a country. We don't take an oath to a tribe. We don't take an oath to a religion. We don't take an oath to a king or a queen or to a tyrant or a dictator. And we don't take an oath to a wannabe dictator. We don't take an oath to an individual. We take an oath to the Constitution, and we take an oath to the idea that is America, and we're willing to die to protect it. Every soldier, sailor, airman, Marine, Guardian, and Coast Guardsman, each of us commits our very life to protect and defend that document, regardless of personal price. Voilà, donc Milley a défini l'armée comme gardien de l'institution démocratique, dans un message très très clair sur le Trump de 2016-2020 comme ce que pourrait être le Trump de 2025. 2028-29 en expliquant que il ne prêtait pas, qu'en tant que militaire, que l'armée des États-Unis ne prêtait pas serment à un apprenti dictateur. Et aujourd'hui, l'enjeu de la campagne qui arrive, qu'on compte vous raconter dans La Chute plusieurs fois par semaine, c'est d'empêcher que cet apprenti dictateur devienne un véritable dictateur.